Bienvenue sur Stay Hard, le podcast qui vous pousse à passer à l'action et à réaliser tous les objectifs que vous avez toujours voulu réaliser, mais par manque de temps, manque de motivation, flemme, procrastination, manque d'envie, peur de l'inconnu, vous avez toujours repoussé et vous n'êtes jamais passé à l'action. Et à partir d'aujourd'hui, à chaque écoute d'épisode, je veux que vous mettiez une action en place dans la quête de votre objectif. Si vous voulez vous mettre au sport, faites des pompes là tout de suite pendant que je suis en train de vous parler. Ça va être bizarre, mais faites des pompes. Faites des pompes là comme ça, tac, juste lancez la machine et après, vous mettez 1% chaque jour et vous allez voir que vous allez tout défoncer. Bref, je ne sais pas trop où je pars là, je suis en total impro, mais ce podcast, comme je le dis, il vous pousse à passer à l'action parce que je le rappelle encore une fois, mais ce podcast a été créé suite à des années de procrastination. Je voulais faire ce podcast depuis 2021, je crois, 2021-2022, et j'ai jamais osé le lancer, tout simplement parce que je me disais, mais ça sert à rien, personne va l'écouter, ça sert à rien, je suis pas fait pour ça sert à rien, j'ai pas le temps, j'ai pas le matos, bref, je me trouvais toutes les excuses du monde, et au final, je l'ai jamais lancé, et boum, un jour, je me suis dit, merde, je le lance et on voit ce que ça donne. Et sur un coup de tête, en fin 2025, j'ai lancé le premier épisode de Stay Hard. Et aujourd'hui, on est sur une série de 15-16 épisodes. Donc vraiment, je suis trop content. À chaque fois, chaque vendredi, j'ai trop hâte de tourner cet épisode. À chaque fois, je repousse toujours un petit peu le fait de trouver un sujet. Du coup, je prépare à chaque fois au dernier moment parce que je fais pas mal de choses à côté et du coup, ça a tendance un petit peu à sortir de ma tête les épisodes de podcast. Mais j'ai pas envie de casser ma série pour l'instant. Évidemment que si un jour j'ai absolument rien à raconter, je ne ferai pas un épisode pour juste faire un épisode. Le but, c'est quand même que je vous partage un maximum de valeur pour que vous puissiez implémenter des choses, soit dans vos trainings, soit dans l'alimentation, votre récupération ou même votre vie en général, votre mindset, etc. Donc le but, c'est que je vous apporte de la valeur en vous racontant soit une histoire, soit en vous expliquant comment réaliser telle ou telle figure. Enfin bref, voilà. Le but, c'est vraiment que vous en retirez un max de valeur ajoutée, tout ça gratuitement. Donc voilà. Pour me présenter rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Damien et ma mission, c'est de vous aider à commencer la calisthénie et à débloquer vos premières figures. Les figures extrêmement stylées comme le handstand, les handstand push-up, les 90 push-up, le front lever, le back lever, le muscle up, le drapeau, bref, toutes ces figures qui vous attirent. Vous ne savez pas par où commencer, vous avez commencé, mais vous stagnez parce que vous ne savez pas réellement comment optimiser votre entraînement afin de les débloquer. Vous faites un peu tout, un peu n'importe quoi. Et moi, je vous aide à mettre de la structure là-dedans. Je vous guide, je vous conseille et je vous aide à les débloquer. Voilà, en fait, alors pour ceux qui avaient la vidéo, en fait, je me suis dit, pour une fois, je vais pas lire mes notes, je vais faire en total impro et et je savais pas trop quoi dire à la fin. Bref, en fait, je pense que j'ai tout dit du coup. Bref, ceux qui regardent la vidéo, vous avez dû me voir prendre une pause en mode ok, il va dire encore un truc. Et non, j'avais plus d'impro à ce moment-là. Donc, mais voilà, le plus important est dit. Les amis, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, donc vous l'avez vu, on va parler du coup de l'épisode 2, un petit peu de mon histoire avec la calisthénie, comment je suis rentré un petit peu dans la calisthénie. On va parler de ça. Juste avant, je vais vous parler un peu de ce qui s'est passé dernièrement, ce qui s'est passé cette semaine. Et un gros malheur est arrivé, enfin je dis un gros malheur, non en vrai ça va, je vais pas exagérer non plus, mais là il m'a arrivé une petite couille on va dire et ça me fait un petit peu chier et je vais voir si vraiment ça va me gêner. Mais bref, pour remettre un petit peu de contexte, cette semaine c'était la plus grosse semaine d'entraînement que j'ai eue, que ça soit en course à pied ou calisthénie, en termes d'intensité et de volume, c'est là où j'ai donné le plus de moi-même. Donc forcément, il y a eu des répercussions, et oui, parce que j'ai peut-être un peu trop donné. Donc pour remettre un petit peu de contexte, vous savez, je suis en prépa marathon, et le marathon est je suis en train de regarder la date, on est le 6 février à l'heure actuelle, et il est du coup dans 2 mois et 6 jours. Donc là, on arrive dans les grosses semaines de volume. Donc là, je suis à plus de 50 km par semaine en course à pied. Donc je sais, encore une fois, pour les coureurs qui courent très régulièrement, sûrement que vous courez peut-être plus que ça et que vous, c'est rien du tout, 50 km. Mais pour moi, il faut vraiment comprendre que c'est mon sport secondaire. C'est pas du tout mon domaine d'expertise. C'est pas du tout là où j'ai vraiment envie de performer à 100%. Donc c'est vraiment en seconde place. Et du coup, là, ça commence à prendre beaucoup de place. Mais c'est ok, je suis trop content, je suis fier de
ça. Et du coup, on arrive là dans des fractionnés qui sont très intenses, où on travaille du seuil 30, du seuil 60, de l'AVMA, et du coup c'est très très intense, plus beaucoup de kilomètres avec des grosses sorties longues, enfin bref, une prépa normale, quoi. Je veux dire, le but c'est de faire du volume pour forcer le corps à s'adapter. Et à côté de ça, en calisthénie, là j'ai commencé vraiment à débloquer des choses en mode à débloquer en fait, à débrancher mon cerveau et à vraiment donner 100% dans mes séances. Alors, ça fait un petit moment que j'arrive à donner 100% quelques fois, mais là, ça fait plusieurs séances d'affilée où j'arrive à vraiment donner toute mon âme dans mes séries, et c'est trop cool. Et en plus de ça, j'étais un peu dans des séances test pour jauger un petit peu mon niveau, où là, vraiment, le but, c'est tu vas à fond. J'ai réussi à faire une full planche, on va dire, j'ai réussi à hold ma première full planche. Elle était complètement bas de forme, j'étais complètement banana, les pieds ils étaient super hauts, mais j'ai réussi à hold pour la première fois une full planche. Et en vrai, j'ai donné mon âme. Après, j'ai fait une full planche presse avec de l'élan, évidemment, bas de forme, mais on s'en fiche. Là, le but, c'est vraiment d'ouvrir des portes, de prendre de la force, c'est pas d'être clean form. La clean form, ça viendra après quand j'aurai pris de la force. Mais bref, tout ça pour vous dire que cette semaine, j'ai donné énormément dans le sport. Et côté récupération, c'était chaotique. Que ça soit niveau alimentation ou niveau sommeil, c'était catastrophique. Alimentation, j'ai fait une petite surprise à ma copine, j'ai fait des crêpes pour la Chandeleur, c'était lundi, donc du coup je me suis dit allez je vais faire des crêpes. Et du coup forcément pour les crêpes on a pris un peu de cochonnerie à mettre dessus, forcément on s'est fait plaisir entre guillemets. Je mets toujours des guillemets quand je dis je me fais plaisir en mangeant mal, parce que souvent, quand on dit ça, on a l'impression que pour se faire plaisir, on doit forcément manger mal. Pas du tout. Là, c'est vrai, c'était vraiment exceptionnel. Voilà. Mais surtout, niveau sommeil, j'ai pas très très bien dormi ces derniers temps, parce que je sais pas si ça se voit là sur la caméra, mais vous pouvez voir juste ici, là, les deux petits monstres, c'est mes deux chats. Et forcément, ils dorment avec nous. Et là, ces nuits, ces dernières nuits, je sais pas ce qu'ils avaient, mais au moment de dormir, ils arrêtaient pas de faire les cons, ils arrêtaient pas de se battre, de jouer, de faire n'importe quoi, alors que d'habitude, quand on éteint la lumière et qu'on s'endort, ils sont tout calmes, ils comprennent qu'il faut aller dormir. Là, non, ils comprenaient pas. Et du coup, ils jouaient, ils me réveillaient. Et moi, en fait, je suis quelqu'un qui s'endort extrêmement vite, mais si je suis réveillé pendant que je m'endors pour la première fois, c'est impossible que je me rendorme dans les 20 minutes après, et généralement, je fais une sorte d'insomnie pendant 1 à 2 heures, et du coup, je perds 1 à 2 heures de sommeil. En plus de ça, ça me frustre, ça m'énerve, donc du coup, ça joue sur mon sommeil. Enfin bref, c'est horrible. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Les chats ont fait un peu n'importe quoi, du coup, j'ai mal dormi. Et la conséquence de tout ça, c'est que actuellement, je me suis bloqué le dos en bas du dos. Là, je sais pas trop ce que c'est, mais je pense que c'est juste mon corps qui me dit écoute, là, t'en as un peu trop fait, tu m'as pas laissé récupérer, je vais te forcer à récupérer. Donc, du coup, là, je suis bloqué un petit peu du dos. Donc, je fais quand même, j'évite de m'asseoir, parce que quand je m'assois trop longtemps après, c'est là où j'ai vraiment mal. Donc, c'est pour ça que je suis encore debout, j'arrive encore à bouger, j'arrive encore à courir, c'est ok. Mais par contre, pour la calisthénie, je sais pas si je pourrai faire ma séance tout à l'heure. On verra bien. Bref, tout ça pour dire que faites attention à votre récupération, tout simplement, les amis. C'est vraiment essentiel. Et là, voilà, j'ai négligé ma récupération. J'ai mis beaucoup de volume et d'intensité dans mes séances. Et forcément, le corps, il dit stop. Au bout d'un moment, on n'est pas des robots. On n'est pas des machines infinies. Donc, voilà, c'est normal. Ça casse. Ça arrive même au meilleur. Non pas que je sois le meilleur. Mais tout ça pour dire que j'ai beau être coach, ça m'arrive de faire des erreurs aussi. Et là, j'ai fait les erreurs. J'aurais dû adapter mes entraînements. J'ai pas forcément pensé. Je me croyais invincible. Pas du tout. Pas du tout. Bref, les amis, aujourd'hui, comme je l'ai dit, le sujet du jour, c'est l'épisode 2 de mon petit parcours en calisthénie. Mais avant ça, je vais boire un coup, déjà. Et je vais vous demander de mettre 5 étoiles sur ce podcast si vous l'écoutez sur Spotify, et un petit partage, un petit j'aime et un petit commentaire si vous êtes sur YouTube, afin de me dire déjà ce que vous en pensez, ce que vous aimeriez voir dans ce podcast, quel sujet vous aimeriez que j'aborde, mais surtout me soutenir tout simplement, parce que comme j'ai dit, je vous apporte énormément de valeur chaque semaine dans ce podcast, donc n'hésitez pas à m'apporter un petit peu de soutien, même si vous me faites beaucoup de retours en message privé, et ça j'apprécie entièrement. J'ai pas trop eu de retours sur le dernier épisode, donc n'hésitez pas à me faire des retours, moi ça me fait toujours plaisir. Et du coup, quand vous faites des retours, je sais ce que je dois améliorer, je sais là les points où j'ai été bon, je sais les points où j'ai été mauvais, et du coup ça me permet d'améliorer à chaque fois ce podcast. Donc voilà.
Bref, du coup, où est-ce qu'on s'était arrêté il y a 2 semaines lorsque je vous racontais un peu mes débuts dans le sport. Je vous le rappelle, je partais d'une base extrêmement skinny, pas de confiance en moi, très introverti. J'étais un gros geek, je jouais énormément aux jeux vidéo. J'ai commencé la musculation en 2016 grâce à Thibaut InShape, grâce à ses vidéos. J'étais pas du tout sérieux. 2017, j'arrive à instaurer une vraie discipline et je commence à avoir une obsession pour le muscle-up à cause ou grâce à Charlie PN, ses premières vidéos que je voyais, première ou dernière. Je m'en rappelle plus trop, parce que je crois que c'est en 2017 où il a supprimé sa chaîne. Enfin bref, je m'en rappelle plus trop, c'est encore un peu flou, mais c'est à peu près à cette période où je commence à me dire ah, je veux trop le muscle up. Sauf que les conditions n'étaient pas réunies pour que je puisse entraîner le muscle up, donc du coup je ne l'ai jamais vraiment entraîné. Ensuite, il y a eu de la rechute à cause de jeux vidéo, de relations, etc. Bref, je reviens très très fort en 2020 dans le sport, 2020-2021, tout simplement parce que je remarque que j'ai pris beaucoup de poids, j'avais pris 15 kilos de gras et je me suis dit non, là, non, là, il faut que tu perdes du gras. Donc, j'ai repris la muscu à fond, malgré que, à l'intérieur de ma tête, je voulais faire de la calisthénie, je voulais absolument faire ce sport, mais j'avais trop peur de l'inconnu. Le sujet de Stay Hard, hein, qui vous pousse à passer à l'action, et ben moi, non. C'est pour ça que je vous dis que je sais de quoi je parle quand je dis je vous pousse à passer à l'action. Je suis le procrastinateur ultime, pardon. Donc, vraiment, je sais de quoi je parle, et forcément, j'ai voulu commencer la calisthénie, mais par peur de l'échec, peur de l'inconnu, peur de redevenir débutant dans un sport, j'ai refait de la musculation alors que je prenais pas réellement de plaisir à faire de la musculation. Bref, je me blesse, hernie discale qui a entraîné sciatique, du coup je pouvais plus vraiment faire de mouvements de musculation avec des charges. Donc les seuls mouvements que je pouvais faire c'était du poids de corps, donc j'ai basculé définitivement vers le poids de corps en 7 reps, évidemment. Pourquoi faire du statique alors que je voulais faire du statique? Non, je faisais du satin rep et c'est à peu près en 2022 que je passe mon premier muscle up, que je découvre des figures vraiment qui me donnent envie et c'est vraiment fin 2022, début 2023 que je me lance sérieusement. J'avais déjà avant 2022, enfin non, on va y venir après. Voilà, là c'était le récap de l'épisode 1, vous avez un petit peu le contexte. Voilà. Fin 2022, c'est le début du vrai shift dans ma tête, comme je dis. C'est à 26 ans, en fait. Donc là, je vais remettre un peu de contexte. Je ne vais pas beaucoup parler de calisthénie dans mon contexte, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Cet épisode risque d'être un peu long, donc vous pouvez l'écouter en plusieurs fois, il n'y a aucun problème, évidemment. Mais bref, en 2022, en fait, j'ai à ce moment-là 26 ans, à peu près. Et je compare ma vie forcément à ce que je vois sur les réseaux sociaux. J'étais énormément comme ça avant. Je me suis toujours énormément comparé. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne principale de la comparaison. Et encore une fois, c'est pour vous dire que tous les sujets que j'aborde, c'est des sujets que moi-même j'ai vécu, c'est des erreurs que j'ai fait. Et quand je vous dis qu'avant je me comparais beaucoup, c'était vraiment, je me comparais et j'avais tendance à jalouser un peu les gens qui réussissaient, j'avais tendance à les jalouser, ce qui est plus du tout le cas maintenant. Au contraire, je suis très content quand il y a des gens qui réussissent et je me dis pourquoi lui il a réussi et moi non, et je me dis ok, lui il a fait ça, moi je vais faire ça et let's go. Et je m'inspire énormément, je trouve ça très inspirant, mais j'ai plus de jalousie parce que en fait je me rends compte que la jalousie c'est extrêmement néfaste et du coup maintenant je suis content d'avoir travaillé là-dessus. Mais à l'époque, je me comparais un petit peu à ce que je voyais sur Insta. Et j'ai une sensation qui me vient à l'esprit, c'est que je remarque qu'à 26 ans, j'ai pas beaucoup vécu dans ma vie en fait. J'ai passé 26 ans de vie, mais durant ces 26 ans, j'ai rien fait. J'ai rien fait d'exceptionnel, pour moi en tout cas. Je me dis, voilà, j'ai pas d'argent. Enfin, je suis pas riche, quoi. Je suis ok, j'ai un petit peu d'argent, quoi, j'arrive à vivre. Il s'est rien passé dans ma vie. J'ai jamais voyagé. Vraiment, ma vie est juste d'un calme plat. C'est vraiment la vie banale par excellence. Et moi, dans ma tête, j'avais de l'ambition. Je voulais vivre des trucs de fou, mais j'avais jamais mis d'action en place pour vivre des trucs de fou. Et du coup, je me disais, j'ai pas envie d'avoir des regrets plus tard. J'ai pas envie d'être, par exemple, sur mon lit de mort à 80 ans et de me dire, ok, bon, là, on fait le bilan. Eh ben, merde, j'ai passé 80 ans de ma vie à juste laisser passer ma vie au lieu de vivre ma vie. Et je me suis dit, waouh, j'ai pas envie. Mon rêve à cette époque-là, qui d'ailleurs un rêve que j'ai depuis 2015 peut-être, 2014, 2015, donc c'est un rêve qui est très très vieux, c'était de devenir youtubeur. En fait, j'étais passionné par YouTube, notamment le YouTube Gaming, mais aussi les podcasts de Cyprien, il y avait Hugo tout seul, etc. J'étais passionné par ça et j'avais ce rêve de devenir youtubeur, je sais pas pourquoi, avant même que
on puisse savoir qu'on pouvait en vivre, qu'on pouvait vraiment gagner de l'argent avec, je voulais devenir youtubeur, je voulais faire des vidéos. En fait, je pense que j'ai toujours voulu avoir un petit peu de la reconnaissance des autres, vraiment pas forcément de la célébrité, mais plutôt une certaine reconnaissance, que les gens sachent que j'existe et tout. Je pense que voilà, peut-être qu'il y a comment dire, un sentiment, j'ai pas le mot, mais peut-être qu'il y a un mal-être à l'intérieur de moi que j'ai pas encore conscientisé à l'heure actuelle, mais qui fait que j'ai toujours voulu qu'on me reconnaisse en tant que personne et j'ai jamais voulu vraiment me fondre dans la masse. Je sais pas trop, là je vous avoue que je sais pas trop, mais bref, à ce moment-là, je rêvais de devenir youtubeur. Et en fait, à ce moment-là, j'écoute des podcasts. Ces podcasts, ça parle de développement personnel, ça parle de voyage, etc. Et sur Insta, je commence à voir pas mal de vidéos de voyage. Et du coup, je commence à sentir un peu cet appel du voyage. Je me dis, putain, j'ai jamais voyagé en dehors de la France. Les seules fois où je suis allé en dehors de la France, c'était une fois en Angleterre avec l'école, c'était en cinquième. Sauf que je me souviens pas du tout de ce voyage parce que j'étais un petit con à l'époque et je préférais faire des conneries. Et du coup, on a fait pas mal de conneries que c'est pas que je regrette, mais en fait, je trouve ça dommage parce que du coup, j'ai pas profité de ce voyage en Angleterre qui, ça se trouve, était super bien. Et j'ai même pas de souvenir en fait de ce qui s'est passé à part mes conneries. Je pourrais faire un épisode si vous voulez, mais du coup, j'ai aucun souvenir. Et j'étais allé en Italie aussi avec du coup mon autre école quand j'étais mécanicien auto. Mais pareil, je m'en souviens pas très très bien parce que je n'étais pas passionné par ça en fait. Moi vraiment, j'ai toujours non, plus du tout maintenant, mais à l'époque, j'étais en mode mais pourquoi est-ce que je m'emmerderais à aller dans un autre pays alors qu'on a tout en France? On a des lacs, des montagnes, des océans, la mer, on a des forêts, on a des plaines, on a des villes, on a tout en France en termes de paysage. On a tout, vraiment. Et là, pour le coup, c'est vrai, en fait. C'est pas une idée reçue, c'est vraiment. C'est pour ça que la France est un des meilleurs pays au niveau paysage, c'est parce qu'on a tout. On n'a peut-être pas de grands déserts, remarque, je suis en train de penser, mais sinon on a tout. Franchement, on a de la diversité. Qu'on soit en hiver ou en été, on peut faire n'importe quoi. C'est trop trop cool la France pour ça. Donc je me disais, mais pourquoi est-ce que je me ferais chier à prendre l'avion, à prendre le train, alors qu'en France j'ai tout, j'ai ma voiture, je peux aller n'importe où. J'étais comme ça. Et en fait, à force de voir un petit peu développement personnel et tout, je me dis, j'aimerais bien, pourquoi pas, voyager. J'aimerais bien voyager. Là, je suis en train de regarder mes notes. Je remarque que je parle de... Non, je vais pas parler de tout ça. En fait, je parle de mon parcours professionnel pour savoir pourquoi j'arrive à cette idée de vraiment voyager. Mais ce que je vais faire, c'est que du coup, je ferai un épisode complet sur le voyage, comment c'est venu dans ma tête, etc. Là, le but, c'est vraiment qu'on reste côté calisthénie. Là, je suis obligé de poser le contexte parce que pour la suite, c'est très important. Mais en gros, courant 2022, je commence à avoir envie de voyager, je commence à mettre des actions en place pour pouvoir partir en voyage. Et le but, en fait, c'était, je voulais pas partir en voyage vacances. Je voulais pas partir en voyage vacances, je voulais pas partir 2 semaines, 3 semaines, non, je voulais partir sur du long terme, plusieurs mois, voire plusieurs années. En plus de ça, quand j'étais mécanicien auto, j'avais un de mes patrons qui était parti faire le tour du monde, il était revenu les étoiles plein les yeux, il m'a raconté de ces trucs, ça m'a encore plus donné envie. Donc du coup, je me suis dit, ok, moi aussi je veux faire ça, je veux partir plusieurs mois, plusieurs années, peut-être faire un tour du monde, pourquoi pas. Mais là, le but, c'était juste que j'aille dans un pays, que je me mêle un peu aux locaux et que j'en apprenne un peu plus et sur moi, mais aussi sur la culture, et voir un petit peu qu'est-ce que ça fait d'être à des milliers de kilomètres de chez soi, sans aucun repère, sans aucune personne à parler. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, je commence à en parler à ma copine. Ma copine, peut-être qu'elle était un peu réticente au début par peur, un peu comme moi, mais au final, on a très vite trouvé un accord et on s'est dit, let's go. Moi, mon idée, comme je l'ai dit, c'était du long terme et je voulais travailler dans le pays. Il y a 2 pays qui viennent tout de suite en tête quand on évoque un visa travail, c'est le Canada et l'Australie. C'est vraiment les 2 pays qui viennent tout de suite, les plus connus pour le visa travail. Du coup, je me dis, ok, j'ai le choix entre le Canada et l'Australie. J'ai posé les pour et les contre de Canada, Australie, et très rapidement, l'Australie est sortie du lot. Je vous le donne en mille, c'est parce qu'il fait chaud, qu'il fait beau, qu'il y a des plages. Voilà, uniquement ça. Parce que j'ai rien du tout contre le Canada, vraiment. Mais c'était vraiment l'Australie est sortie du lot parce que, il y avait la plage. Je commençais à faire de la calisthénie. Je me dis, je pourrais m'entraîner dehors, ça va être trop cool. Et le Canada, pour moi, l'image du Canada que j'ai, c'est il y a de la neige, il fait froid, c'est chiant. C'est pour vous dire ma culture. Enfin, en tout cas, à ce moment-là, c'était ça que j'avais du Canada.
Et à l'heure actuelle, j'aimerais trop aller au Canada. Bref, du coup, l'Australie, je me dis, ok, j'ai envie d'aller là-bas. Ma copine aussi, bref. On commence à en parler. Et à ce moment-là, j'instaure une règle dans ma vie qui est encore active et qui sera active pour les prochains jours. Et c'est à cause de cette règle, par exemple, que je suis en train de préparer un marathon et que je vais courir un marathon. C'est, en fait, si je dis un truc à voix haute et qu'il y a des témoins, je dois faire ce truc. Ou du moins, je dois mettre des actions en place pour prouver que je vais faire ça. Donc pourquoi je parlais du marathon? Le marathon, j'en ai parlé autour de moi. Et j'ai dit, ouais, je vais faire un marathon, je pense. Et en fait, je l'ai dit un peu comme ça. Et sauf que, bah merde, je l'avais dit, quoi. Je l'avais dit, il y a des gens qui m'ont entendu prononcer ces mots. Bah, du coup, j'avais plus le choix. En tout cas, je me suis plus donné le choix. J'aurais pu prendre le choix de dire, ouais, je dis juste ça. Mais en fait, j'ai plus envie d'être la personne qui parle, mais qui fait rien. Parce qu'avant, j'étais comme ça. Avant, je disais, ouais, je vais faire ça. Mais au final, bah, je le faisais pas parce que je passais pas à l'action, tout simplement. Et maintenant, j'ai instauré cette règle dans ma vie. Et depuis que j'ai instauré cette règle, mais oh là 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 là, c'est trop trop bien. Je prends confiance en moi. Je suis fier de moi. Et les gens autour de moi me font confiance aussi. Je suis devenu une personne de confiance parce que ils savent que quand je dis un truc, je le fais. Ils savent que maintenant, j'ai qu'une parole. J'ai qu'une seule parole, donc ils savent que je vais le faire. Donc je commence à parler autour de moi de ouais, bah on va partir en voyage en Australie. Les gens au début ils disaient ouais, non. Si, 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 si. Et forcément, bah, petit à petit, on a commencé à mettre des actions en place. On a commencé à faire notre visa, prendre les billets, etc. Enfin bref, je vous passe un petit peu les détails. Comme je vous dis, je ferai un épisode complet sur le voyage en Australie. Il y a plein d'anecdotes, plein de choses à en retirer pour la vie. Et j'ai trop envie de vous les raconter. Mais je ne vais pas le faire ici parce que comme j'ai dit, je vais rester sur le côté calisthénie de la chose pour vous expliquer un petit peu les erreurs que j'ai fait. Mais c'est surtout qu'en fait, si je vous raconte tout le voyage en Australie, l'épisode va durer 4h30, je pense, si en plus de ça je mêle la calisthénie. Donc vraiment, je ferai un épisode dédié à l'Australie pour vraiment vous donner mes meilleurs conseils, meilleurs tips, les erreurs que j'ai fait, etc. Bref, voilà. Donc, si je dis un truc à votre, je dois le faire. Je commence à en parler autour de moi. Bref, du coup, bah là, j'ai plus le choix. Et on commence à vouloir partir en Australie. Et on a prévu, du coup, le départ pour le 25 février. Oui, c'est ça, 25 février 2023. Donc, voilà. Niveau calisthénie, avant le départ, donc fin 2022, début 2023, vous savez, fin 2022, c'est là où je me suis mis sérieusement au statique, parce que à cause de ma blessure. Donc, au niveau global, j'avais en handstand, c'était pas maîtrisé. On va dire que je réussissais un handstand sur deux. J'étais vraiment pas droit du tout. En fait, je tenais l'équilibre, je tenais sur les mains une fois sur deux, mais c'était pas un handstand vraiment droit, pas du tout. Le back lever, je l'avais débloqué vraiment sans faire exprès, c'est-à-dire qu'en fait j'ai lancé un back lever et j'ai vu que je l'avais. Voilà. Muscle up, j'avais encore besoin d'énormément d'élan pour le réussir et un gros keeping, j'avais pas un muscle up clean. Et au niveau du front lever, j'avais une advanced tuck un peu brouillon. C'était un peu brouillon. Voilà. Et j'avais réussi mes premières montées en force en handstand, mais j'en ratais encore beaucoup. Voilà. Bref. Dans ma tête, mon objectif, c'était front lever, qui était mon objectif central, front lever et handstand. Et je crois que c'est à peu près à ce moment-là, fin 2022. Peut-être que là, je vais me tromper niveau date parce que c'est pas quelque chose. Enfin, non, mais je crois bien que c'est ça. C'est fin 2022, début 2023. J'entends parler en fait d'un mec que je pense que vous connaissez tous. Enfin, en tout cas, si vous faites de la calisthénie, vous le connaissez. C'est Matt Braze. J'entends parler de lui. Je connaissais pas du tout. Moi, vraiment, le monde de la calisthénie, à part Eric Flagg et Charlie PN, je connaissais personne. Et encore, Charlie PN m'était sorti de la tête parce qu'il avait arrêté ses vidéos. Et du coup, j'entendais plus parler de lui à ce moment-là. Donc, moi, à part Eric Flagg, mais sauf que forcément, vu que je commençais à faire de la calisthénie, j'étais un peu plus intéressé par la calisthénie. Donc du coup, je commençais à avoir des recommandations sur les réseaux de mecs qui faisaient de la calisthénie, quoi, d'athlètes de calisthénie. Et j'entends parler de Matt Braze. Et Matt Braze sort une formation sur le front lever, formation complète sur le front lever. Et moi, en fait, j'ai jamais été fâché avec le fait de dépenser de l'argent, d'investir sur moi-même. Et au contraire, j'ai toujours été ouvert. Que ça soit pour acheter des livres, pour apprendre, que ça soit pour des formations. Tant que moi, je vois qu'il y a un retour sur investissement derrière, j'ai jamais été fâché avec ça. Tout simplement parce que pour moi, l'argent, au final, c'est pas quelque chose de réel, entre guillemets. Pour moi, l'argent, c'est juste des chiffres sur un compte et c'est tout. Et tu veux de l'argent, bah, tu travailles et cet argent te sert à
soit t'acheter des souvenirs, soit soit investir. Et pour moi, le savoir, c'est vraiment le plus important. Donc, j'ai pas hésité à prendre sa formation. Donc, je crois bien que c'était fin 2022, début 2023. Faudrait que je vérifie, mais en gros, à ce moment-là, j'achète. Formation front lever de Matt Braise et quasi en même temps une formation d'Amaury Vermersch qui est plus trop dans la calisthénie en ce moment. Oui, bon, pas en ce moment, il n'y est plus. Mais à l'époque, il était bien dedans et il avait sorti des formations sur tout ce qui était les mouvements d'équilibre, à savoir handstand, handstand push-up, etc. Et j'ai pris ces formations à lui aussi. Donc, c'était pour m'aider à structurer un peu mes séances et comme je vous le dis, en fait, si je vois que je gagne du temps, de l'énergie et que... oui, si je gagne du temps et de l'énergie et que ça optimise mes entraînements, j'ai pas peur de dépenser de l'argent. Donc, let's go. Donc, voilà un petit peu pour le contexte. Février 2023, donc le 25 février, on part, on décolle, je prends l'avion pour la première fois et après une trentaine d'heures de vol, alors il n'y a pas eu vraiment 30 heures de vol parce qu'il y a eu des escales, mais au total ça a duré 30 heures. On arrive à Perth, donc la ville qui est tout à l'ouest de l'Australie, qui est la capitale du Western Australia. Bref, on arrive à Perth. On est un peu trop content d'y être là, un peu fatigué, un peu jet-lagué. Mais, moi j'ai une obsession en tête, c'est, ok, c'est bien beau, je suis parti. J'ai pu prendre mes petites push-up bars, là, des petites parallettes en bois qui étaient complètement pourries, mais j'ai pu les prendre. J'ai pu prendre mes élastiques, mais je vous le rappelle, mon objectif c'était front lever. Comment je bosse mon front lever? Et je vous jure que le comment je bosse mon front lever ne m'a pas quitté de tout le voyage pendant un an. Je me suis dit, ok, faut que je trouve un moyen de bosser mon front lever. Donc évidemment, la chose que j'anticipais le plus, c'était repérer les parcs à proximité. Donc je crois que j'allais sur le site Calisthenics Park, j'essayais de voir s'il y avait des parcs à proximité de là où on allait loger. Il y en avait, des fois il n'y en avait pas. Je me disais, merde, comment je vais faire? Putain. Pour moi, c'était hors de question que je loupe une séance d'entraînement. Spoiler alert, j'en ai loupé tout plein, mais je ne voulais pas en fait. Je ne voulais pas. Alors pour travailler tout ce qui était hand balance, j'avais mes mains donc pour travailler au sol et surtout j'avais mes paras. Mais moi je voulais travailler mon front lever. Donc du coup j'essayais à chaque fois de repérer quand on visitait, je repérais ok là il y a un stade avec des barrières, je peux entraîner mon front lever. Bref, j'organisais à chaque fois un petit peu les coins pour s'entraîner. Je me rappelle que les premiers jours où on est arrivé à Perth, on était du coup à l'hôtel et on avait trouvé un parc à côté de l'hôtel. Le parc était génial, hein. Mais le problème, c'est que le parc était proche d'un plan d'eau et c'était infesté de moustiques. C'était impossible de s'entraîner. Dans la deuxième moitié de l'après-midi, c'était impossible de s'entraîner. Et moi, à cette époque-là, j'étais vraiment extrêmement fermé. C'est-à-dire que moi, je m'entraînais à telle heure. C'était pas je m'entraînais le matin ou j'essayais de varier. Non, c'est à telle heure je m'entraîne. Et c'était indéniable. À cette heure-là, je m'entraîne. Je ne pouvais pas décaler mon entraînement. Je ne sais pas pourquoi. Maintenant, je m'entraîne quand... Enfin, c'est pas quand je peux, mais je veux dire, voilà, là, ça ne me dérange pas de décaler mes créneaux d'entraînement selon ce que j'ai à faire dans la journée. Mais à ce moment-là, non, c'était hors de question. Et toutes mes journées étaient conçues autour de mon entraînement. J'étais obsédé par ça parce que, en fait, je m'étais dit, ok, j'ai lâché l'entraînement pas mal de fois. Et je sais à quel point c'est important pour moi de m'entraîner et d'avoir ces figures et d'être régulier et discipliné. Du coup, c'était hors de question que je loupe un entraînement parce que je savais que si je loupais plusieurs entraînements, ça allait être d'autant plus dur de revenir à l'entraînement. Et donc, du coup, pour moi, c'était impossible. Bref, j'étais assez fermé sur ça. Évidemment, je ne pense pas que c'est la bonne manière de faire. Je pense que c'est bien d'instaurer une habitude, c'est-à-dire que toujours à la même heure vous entraînez, mais c'est bien quand vous avez votre cadre, quand vous avez votre routine, quand vous avez vos habitudes. Mais si vous cassez vos habitudes, donc là, moi, voilà, j'ai cassé mes habitudes de la vie de tous les jours parce que je suis parti en voyage. Et ce voyage avait pour but justement de traverser l'Australie, donc en road trip. Et le but, c'était pas d'instaurer une routine de travail, etc. J'avais plus cette routine, j'avais plus mon confort. Donc, faut être ok avec le fait d'adapter en fait ces journées. Et c'est ça qui est super important, c'est d'adapter. Et moi, j'adaptais pas. Et je me souviens que je n'arrivais pas à profiter à 100% du voyage, en partie à cause de ça. Parce que je me disais, ok, là, on a roulé. On s'arrête parce que la nuit va commencer à tomber et que du coup, on va dormir ici. Mais il n'y avait pas de coin pour m'entraîner. Donc, je me disais, mais... En fait, toute la journée, je me disais, ok, on n'a toujours pas trouvé de coin
pour s'entraîner, comment on va faire, comment on va faire. Et en fait, j'avais ça continuellement dans la tête. J'étais obsédé par ça. Ok, il y a dû avoir une petite coupure. C'est juste mon alarme qui s'est mis à sonner. Donc voilà, bref. Du coup, je disais, j'étais obsédé par l'entraînement, obsédé par le fait de faire ma séance. Et malheureusement, en fait, ça a pas mal bousillé de choses dans mon voyage, dans le sens où j'aurais pu profiter un peu plus, être plus dans le moment présent plutôt que dans l'anticipation de trouver un coin pour s'entraîner. Voilà, ça c'est, on va dire, la conséquence négative. La conséquence positive, c'est que ça m'a forcé en fait à m'adapter. Ok, j'avais pas de barre de front, bah du coup je me suis adapté en repérant des parcs pour enfants où je m'entraînais, des stades de foot avec des barrières, le fait de visiter, de voir, ok là il y a un parc, on pourra s'entraîner ici. Bref, je m'adaptais constamment et là ça m'a permis vraiment de vraiment pouvoir m'adapter à 100% pour s'entraîner, parce que c'est aussi ça la calisthénie. La calisthénie, c'est pas forcément avoir toujours le matos le plus optimal possible. Non, c'est aussi de pouvoir s'entraîner sans matos. C'est ça qui est beau. Voilà, tu as juste ton corps et tu peux t'entraîner. Et tu t'entraînes avec le matériel que tu peux trouver en ville. Donc voilà un petit peu pour tout ça, tout simplement. Je suis en train de regarder mes notes. Hop, hop, hop. Donc comme je l'ai dit, voilà, on était en road trip. Bon, l'entraînement était pas fameux. Voilà, mes entraînements n'étaient pas du tout optimaux. Donc vous vous en doutez bien, hein, forcément, j'ai pas pu. Déjà niveau récupération, alimentation, c'était pas ça, tout simplement parce que on roule. En fait, on voyageait toute la journée. On dormait soit dans la voiture, soit dans notre tente. Donc autant vous dire qu'on n'était pas niveau confort, on n'y était pas. Euh, on marchait beaucoup, on était épuisé et forcément dans mes séances je pouvais pas mettre une intensité énorme parce que j'étais mort, j'étais claqué et c'était compliqué des fois de pouvoir s'entraîner, surtout sur le front lever. Le handstand c'était bien parce que même quand en fait pour travailler le handstand je pouvais le faire n'importe où. Le front lever non, je pouvais pas faire le front lever où je voulais parce qu'il me fallait du matos tout simplement pour faire le front lever et c'était pas le cas. Et du coup, j'ai loupé pas mal de séances quand même, parce que forcément, c'est impossible d'être régulier à 100% quand tu voyages, quand tu as des conditions comme ça, sauf si tu as le matos avec toi. Moi, c'était pas le cas. Donc, j'ai été régulier sur mon handstand, mais pas sur mon front lever. Et conséquence, c'est que j'ai réussi à maintenir. En fait, j'avais une advanced stock solide quand je suis arrivé en Australie. Et à la fin de l'Australie, je venais de débloquer mon front lever. En tout cas, dans ma tête. Parce que je vous ai expliqué pourquoi, mais en gros j'ai mis 1 an pour moi à débloquer un front lever, ce qui est quand même, je trouve, énorme. En vrai, le front lever, on peut l'avoir en moins de temps que ça. Il n'y a pas un temps genre en mode 2 mois tu as ton front lever, non, ça dépend d'énormément de choses. Mais par rapport à la base que j'avais, j'ai mis 1 an à débloquer mon front lever, c'est énorme quand même. Donc voilà. Tchouk, 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 tchouk. On a voyagé du coup de Perth jusqu'à Sydney, c'était l'objectif, rejoindre Perth to Sydney en longeant la côte sud, vraiment rester à la côte, c'était ce qu'on voulait. Et on a fait quand même une petite halte à chaque fois dans les grandes villes, donc à savoir Adélaïde, Melbourne et d'autres villes dont j'ai oublié le nom. Canberra aussi, la capitale forcément. Bref. L'objectif, c'était de faire ça. Quand on est arrivé à Adélaïde, c'est là où on s'est dit, ok, là, ça serait bien qu'on travaille parce que, pour qu'on gagne un petit peu d'argent. Et surtout, le but, c'était aussi d'obtenir le deuxième visa, donc travailler en ferme. Et là, il y a une grosse contrainte. Donc, je vous passe les détails, on arrive à trouver la ferme, etc. Et le gars nous dit, vous commencez lundi prochain. On était, je crois, on était mardi, par exemple, et il nous dit, vous commencez semaine prochaine. Nous, on lui dit, ok, on sera là. Et là, il y a un gros... Donc... Il nous dit, vous logerez du coup dans une caravane, on va vous mettre une caravane à disposition, vous aurez la douche, vous aurez un lit confortable, etc. Au niveau des horaires, c'est tous les jours de travail, c'est la ferme, hein. De toute façon, la ferme, c'était une ferme de moutons. Les moutons, ils n'ont pas d'horaire, donc il faut s'en occuper tout le temps. Et les horaires, c'était du lever du soleil au coucher du soleil. Concrètement, c'était ça. Voilà. C'était en plein hiver en Australie, donc c'était pendant juillet-août. Juin, juillet, août, et du coup c'est pendant l'hiver australien, et du coup il faisait froid, il faisait entre 5 et 10 degrés, ça va, c'est un hiver assez doux par rapport à ce qu'on a nous en France, mais voilà, il fait froid, et surtout il pleut beaucoup à cette période à Adélaïde. Donc là au moins vous avez le contexte, on arrive, et du coup je me dis, merde, ok on a trouvé un job, c'est cool, on va avoir de l'argent, mais comment je fais pour m'entraîner là ? Parce que je vous rappelle, j'ai pas de barre, j'ai rien du tout. Ok, je peux faire mon handstand, mais moi, c'est le handstand, oui, je le veux, c'est bien. Mais je veux mon putain de front lever. Je veux mon front lever.
Comment je vais faire pour le travailler? J'ai regardé de partout dans la voiture. Donc vous savez, on avait du coup un 4x4, un Mitsubishi Pajero. Pajero. Je me suis dit, ok, comment je fais pour travailler le front lever? Là, je regarde, donc on avait une tente de toit avec forcément le... Putain, j'ai plus le nom. J'ai travaillé dans les bagnoles et j'ai plus le nom de ça. Le truc sur lequel repose la tente de toit. Putain, ça me saoule, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, la sorte de barre où tu poses Bref, je me dis, est-ce que je peux faire des front levers là? Si j'ouvre la porte, que je mets mes mains comme ça, est-ce que je peux faire des front levers? Techniquement, je pouvais, mais c'était pas vraiment pas pratique du tout. Je me dis, ok, non, je peux pas. Je commence à réfléchir. Je me dis, bon, bah, faut que je trouve des barres. Faut que je trouve des barres. Donc là, je commence à regarder sur le Bon Coin australien. Je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais je regarde s'il y a des barres de front lever à vendre. Il y en a pas. Dans le coin d'Adélaïde, il y en a pas du tout. Je fais, putain, comment je vais faire? Je regarde. Je vois pas. Je me dis, bon, bah, on va aller dans des vendeurs de matos de salles de sport. Et là, je crois qu'on a fait 3 ou 4 magasins. Dans Adélaïde, il n'y en avait pas tant que ça. Mais je fais 3 ou 4 magasins. Ils étaient tous en rupture de stock de barres de dips. Donc c'est des barres parallèles, quoi. Ils étaient tous en rupture de stock. Je fais, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je fais, mais comment je vais faire? Et du coup, bah, je me dis, bon, bah, c'est mort, je vais pas pouvoir le faire. Et là, boum, une idée m'illumine. Et c'est là que je vous dis que vraiment, en calisthénie, si vous pouvez, si vous le voulez, vous pouvez. Je me dis, bah ouais, bah ok, je trouve pas de barre, ni d'occasion, ni neuve. J'ai qu'à construire ma barre. Eh oui. Du coup, avec ma copine, qu'est-ce qu'on fait? On va dans un magasin de bricolage en Australie. Je me fais un plan de, ok, bah, pour faire ma barre, il me faut ça, 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 ça. Donc, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté des morceaux de bois de diamètre, je ne me rappelle plus le diamètre, mais c'était un diamètre de barre de front lever parce que je voulais exactement le même diamètre. J'étais obsédé, je vous rappelle. C'était hors de question qu'il y ait 1 mm de moins. Non, je voulais un truc optimal. Donc, je me dis, ok, je vais acheter ça. J'ai acheté des angles en PVC qui rentraient bien dans mon morceau de bois que j'ai acheté pour justement pouvoir faire ma barre de front lever, tout simplement. Et là, j'achète ça et tout, trop content. J'achète aussi de la colle, je crois. Après, je me dis, bah, let's go, je suis un génie. Je construis ma barre, je me rappelle. Donc là, on devait être le week-end, donc on allait commencer la ferme genre 2 jours après. Donc là, clairement, c'est si ça marche pas, je suis baisé. Et là, je construis ma barre et tout. Je vois ma barre, je suis, oh là là, c'est génial. Je tente un front lever, la barre se casse la gueule. C'était pas du tout stable. Je me rappelle même plus comment je l'ai construit. J'ai même pas fait de photo. Je suis dégoûté. Mais je l'avais totalement mal construit parce que je suis pas non plus. Je me démerde en bricolage, mais je suis pas non plus un cerveau là-dedans, quoi. Donc je sais plus ce que j'ai fait de mal, mais la barre n'était pas du tout stable. Et en fait, dès que je faisais front lever, la barre se cassait la gueule et du coup, c'était impossible de s'entraîner. Donc là, j'étais dévasté. J'en pouvais plus. Je me disais putain, je suis au bout de ma vie. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Je vais pas pouvoir entraîner mon front lever pendant 3 mois parce que surtout qu'on s'était mis d'accord sur. En fait, on allait travailler du coup pour avoir notre second visa. Donc c'était, je sais plus combien de jours c'est. Je me rappelle plus combien de jours c'est, mais en gros, on est resté 100 jours à la ferme. Et donc 3 mois. Pour nous, on s'était accordé sur 3 mois de travail. Et on s'était accordé pour travailler tous les jours. À peu près tous les jours, quoi, dépendamment des conditions météorologiques, forcément. Mais en gros, on avait dit à la personne, ok, on sera là tous les jours. Donc, et c'était assez éloigné de la ville, on était vraiment dans la campagne, on était peut-être à 3 heures d'Adélaïde, 3 heures de route. Donc, on n'aurait pas pu se permettre en fait d'aller chercher une barre de front lever. Donc là, je me suis dit, bon, bah c'est mort, je sais pas comment je vais faire. Aux alentours, il n'y avait pas de stade, il n'y avait pas de barrière, il n'y avait rien du tout. Et surtout, je rappelle, on travaillait du coup du lever du soleil au coucher du soleil. Donc du coup, on commençait tôt, on finissait tard. Donc j'avais pas non plus de temps illimité pour aller dans un endroit pour m'entraîner. Donc j'étais dévasté. Je me dis, putain, pendant 3 mois, je vais pas pouvoir faire de front lever, je vais tout perdre ce que j'ai acquis. Et là, on arrive du coup le soir pour donc là, c'était le dimanche soir, donc la veille de commencer. Et là, une idée de génie, le génie qui est en moi, s'est réveillé. Et je me suis dit, mais Eureka en fait. J'ai trouvé comment je vais faire pour m'entraîner. En fait, si vous voulez, dans la caravane qu'on avait, donc vous imaginez une caravane complètement basique, une caravane quoi, il y a la porte d'entrée. Et à cette porte d'entrée, vous avez sur la droite et la gauche
Alors, non, c'est l'inverse, pardon. Sur la gauche et la droite, donc si vous avez la vidéo, en fait, j'ai juste inversé droite et gauche. Bref, on s'en fiche. Sur la gauche et la droite, vous avez des meubles pour pouvoir ranger la vaisselle ou je ne sais quoi. Et c'est directement, en fait, vous entrez et ces meubles sont directement contre les murs de la caravane, en fait. Et là, je me dis, mais attends, mais si je pose juste ma barre, mon bâton, mon bout de bois que j'ai acheté dans le magasin de bricolage pour construire ma barre, si je le pose dans l'angle du meuble et du mur extérieur, que je le cale comme ça, que j'ouvre la porte, bah, je peux faire un front lever. Et c'était super stable. Je pouvais faire des front levers. Alors je pouvais pas faire je pouvais pas false grip, c'était pas possible parce que du coup comme mon bout de bois et c'était un bout de bois tout simple, quand je me mettais en false grip, forcément le bout de bois tournait donc je perdais immédiatement le false, mais je pouvais au moins faire du front lever, des front raises, quelques front pull-up. Quand je dis front pull-up, c'était de la tuck pull-up ou advanced tuck pull-up. Hein. On redescend, d'accord, mon niveau était pas fou à ce moment-là, mais je me dis, mais putain, mais oui, je vais pouvoir travailler mon front lever. Donc vraiment trop content. Morale de l'histoire, encore une fois, je l'ai déjà dit au début, quand on veut, on peut. Et vraiment, là, en fait, pendant ces 3 mois, j'ai réussi à m'entraîner quasiment tous les jours. Je crois 6 fois par semaine, parce que j'avais 3 séances front lever, 3 séances handstand push-up. Et du coup, bah, je me suis entraîné quasi tous les jours de la semaine, malgré qu'il fasse froid. Donc forcément, bah, pour le handstand et le front lever, je m'entraînais quasiment dehors. En tout cas, la porte de la caravane était ouverte parce que bah, fallait que je m'entraîne. Et du coup, bah, j'étais dans le froid, dans le vent, sous la pluie, même si on était abrité par hangar, mais la pluie, des fois, ça venait. Je m'entraînais par manque de temps parce qu'on rentrait du travail, il était, je sais pas, peut-être 19-20 heures. Bah, fallait que je fasse ma séance, fallait que je mange, et après, fallait qu'on aille se coucher pour être prêt pour la journée du lendemain. Donc, j'avais pas de temps. Pas d'énergie parce que je travaillais toute la journée, j'étais fatigué. C'est du travail de ferme en plus, c'est pas du travail où tu fais rien. Donc j'étais épuisé. Je l'ai déjà dit, j'avais pas de temps. Les conditions météorologiques étaient pas là. Et surtout, niveau matos, c'était pas optimal du tout. Et pourtant, pendant 3 mois, j'ai réussi à faire quasiment toutes mes séances. Donc j'étais vraiment trop, trop content. Et bah, au final, j'en retire vraiment un. Mais ok, les entraînements n'étaient pas optimaux. Ok, j'ai pas progressé de façon incroyable pendant ces 3 mois parce que forcément l'énergie que je mettais dans les entraînements a été assez basse vu que j'étais cuit, mais j'ai quand même réussi à m'entraîner, j'ai quand même réussi à trouver le temps. Et c'est pour ça que je répète souvent que pour la plupart du temps, le manque de temps c'est une excuse qu'on se trouve parce qu'en vérité le temps, si vraiment la chose c'est important pour nous, on va trouver le temps. On va trouver le temps. C'est sûr et certain. Si vraiment c'est important pour nous, on va trouver le temps. Donc, à la fin de la ferme, je commence à avoir mes premiers holds en full front lever, 1 à 2 secondes, mais vraiment bas de forme, donc pas ouf. Au niveau handstand push-up, j'en avais quelques-unes, mais c'était pas incroyable non plus. Je crois que j'en avais deux, trois. Parce que je savais pas m'entraîner. Oui, je vous ai dit, oui, j'avais pris les formations de Matt Braise et de Amaury Vermersch, mais je ne savais pas m'entraîner. Je ne savais pas comment. En fait, certes, j'avais la programmation qui était à peu près bien, mais j'avais pas, en fait, niveau mindset, j'y étais pas. Je savais pas qu'il fallait vraiment se donner à 100% pour progresser. J'étais. Je m'entraînais pour m'entraîner, en fait. Je m'entraînais pas pour progresser. Et du coup, bah forcément, la progression était très, très lente. Mais, quand on arrive à Melbourne, donc là, c'était octobre ou novembre, je sais plus exactement, mais c'est à peu près ça. Octobre ou novembre, on arrive à un parc qui est assez connu parce que je le vois pas mal passer sur les réseaux. Je n'ai pas le nom du parc, mais je sais qu'il est à Melbourne. Et encore mon réveil qui sonne, disons. J'arrive à Melbourne et j'arrive au parc. Et là, je me dis, vas-y, je tente un front lever. Et là, je tiens environ 4 secondes un front lever assez clean. Je me dis, mais what the fuck, j'ai mon front lever. J'ai mon front lever. Alors que, bah, en fait, je suis pas passé de 0 secondes à 4 secondes. En fait, mon front lever, je l'avais depuis bien longtemps. Bah, c'est juste que je l'avais pas conscientisé, en fait. C'est juste que là, je me dis, ok, je tente un front lever. J'ai pas réfléchi. J'ai vraiment donné tout ce que j'avais. Et j'ai réussi à tenir 4 secondes. Donc là, vraiment super content. Donc c'est à peu près à ce moment que j'ai officiellement débloqué mon front lever. Et c'est à peu près dans le même temps que je consomme de plus en plus de contenu street. Et je commence à me rendre compte que, bah, il y a plus que le front lever. Il y a le front lever touch.
Il y a les front lever pull-up, les combos en front lever. Il y a aussi la full planche. Voilà l'idée qui commence à arriver doucement. Donc je connaissais à peu près la full planche, mais ça n'a jamais été une figure qui m'avait attiré à ce moment-là. Je ne sais pas pourquoi, mais ouais, la full planche, pourquoi pas un jour la faire. Bref, là je commence à vouloir un peu plus que le front lever. Du coup, je me dis, ok, je veux le front lever touch. Ça, c'est à cause de Onizuka. Onizuka m'a grandement inspiré Enfin, c'est à cause de lui que je kiffe autant le front et les mouvements de tirage en particulier. C'est à cause de lui parce qu'il m'a vraiment inspiré. Et du coup, je me dis, ok, front touch, qu'est-ce que c'est front touch, dans front lever touch, il y a front lever. Donc, le front lever touch, c'est une variante du front lever hold. Techniquement oui, mais en vrai non. en vrai, j'aime pas dire que c'est une variante parce que pour moi c'est deux figures à part. Certes, c'est des figures qui se ressemblent. Tu es sous la barre, tu tiens de façon parallèle au sol, mais en fait l'angle de travail n'est pas le même. Les muscles engagés ne sont pas les mêmes. L'effort à fournir n'est pas du tout le même. Bref, c'est pas du tout les mêmes figures. C'est pas du tout les mêmes figures et du coup on peut pas dire que c'est une variante. Mais à ce moment-là, moi je me dis ok c'est une variante. Donc je vais faire un truc extrêmement intelligent. Je vais renforcer à fond mon front lever hold pour avoir mon front lever touch. Le génie, évidemment, c'est du sarcasme, c'est du second degré, mais à ce moment-là, je pensais vraiment être un génie, je pensais être Ouais, j'étais le génie que je pensais être. je me suis dit, ok, il faut que j'ai 10-15 secondes de hold en front lever pour pouvoir attaquer mon front lever touch, sinon je peux pas avant, je vais me blesser. Et j'avais la même logique pour les pull-ups. Les pull-ups, je me suis dit, pour faire des full front lever pull-up, faut que j'ai un full front lever bien clean et après je pourrais faire des pull-ups. Avant je peux pas puisque j'ai pas un front lever clean. Alors que j'aurais pu très bien commencer en tuck, advanced tuck, one leg, etc. Mais non. Du coup, j'avais débloqué mon front lever et j'ai commencé à vouloir renforcer encore ce front lever pour passer à la suite. Grossière erreur parce que du coup tu perds un temps fou. En plus de ça, mon but c'était de devenir plus fort sur mon front lever, de vraiment prendre de la force et après de prendre de l'endurance. Mais au lieu de ça, en fait, j'utilisais des gros élastiques. Je mettais beaucoup trop d'élastiques dessous moi. Donc du coup, en fait, c'était l'élastique qui travaillait, c'était pas moi. Donc vraiment, il n'y avait pas d'adaptation de mon corps qui se faisait. Et du coup, j'ai mis à peu près 2 à 3 mois pour passer de 5 secondes de front lever à 10 secondes. Alors que normalement, c'est pas censé prendre autant de temps. C'est censé aller quand même assez vite. Mais surtout que j'ai eu mes 10 secondes de front lever, mais mon niveau en front lever touch n'a pas du tout avancé. J'arrivais pas à faire un tuck touch. Donc je me mettais en touch, je repliais les genoux au maximum contre moi. Je n'y arrivais pas. J'arrivais pas à maintenir la position. Alors que j'aurais commencé plus tôt, j'aurais pu progresser plus vite. Voilà, donc ça c'était vraiment ma grossière erreur, c'est d'avoir perdu beaucoup de temps pendant mon voyage à vouloir rester en fait sur des progressions qui n'étaient pas adaptées, on va dire, à ce que je voulais vraiment. Donc du coup, j'ai pas énormément progressé. Et c'est qu'après, c'est quand exactement? Je crois que c'est fin 2023 que j'ai investi dans les formations front lever touch et front lever pull-up d'Adrien SW. Et c'est à ce moment-là que du coup j'ai commencé réellement à travailler spécifiquement ces moves et que j'ai commencé à progresser de façon plus rapide. Donc là, en fait, on est arrivé à Sydney, je crois que c'était en décembre, fin novembre, début décembre, je crois, un truc comme ça. Et on est resté du coup jusqu'au 20 février en Australie. Et en fait, là, à partir de ce moment-là, en fait, on a pu installer une routine parce qu'on ne bougeait plus. Et du coup, on s'entraînait à chaque fois dans un parc. Et du coup, j'ai pu m'entraîner de façon plus sérieuse. Du coup, en un an, j'ai réussi. Donc, quand je suis revenu en France en février 2024, j'avais front lever environ 10 secondes. Un touch, advanced tuck touch de environ 5 secondes, mais pas très très clean. Front lever pull-up, j'avais 2 one leg pull-up. La troisième ne touchait pas. Muscle up, j'avais mes meilleurs muscle up à cette époque-là parce que je faisais énormément de muscle up. Chaque fois que j'allais dans un parc, je faisais des muscle up parce que muscle up, c'est un de mes mouvements préférés. Je kiffe le muscle up, vraiment. Même encore à l'heure d'aujourd'hui.
Et du coup, à ce moment, j'avais vraiment des muscle-up hyper explosifs. J'avais plus besoin de prendre autant d'élan, plus besoin de keeping. Je faisais des muscle-up no dips. Enfin bref, j'étais vraiment très très bon en muscle-up. Et souvent, en fait, quand je faisais des muscle-up, on m'abordait dans les parcs pour me dire ah, trop stylé, comment tu fais les muscle-up. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai appris à des gens à faire des muscle-up. Et c'était vraiment trop trop cool. Au niveau du handstand, il était maîtrisé maintenant. Voilà, je le ratais plus, mais il n'était pas droit, il n'était pas très droit, donc parce qu'en fait j'avais pas encore pris conscience qu'il fallait vraiment que je me grandisse au max et que j'ouvre mes épaules, ça j'avais pas encore conscience, mais sinon en termes d'équilibre je le tenais à chaque fois. Handstand push-up, j'avais une dizaine de reps à peu près, ma montée en force elle était clean, montée en force bras pliés évidemment, et voilà, niveau planche, c'est qu'après que j'ai commencé à travailler la planche, mais j'avais tuck et petit advanced tuck. Excusez-moi. J'avais tuck, advanced tuck, bas de forme, on va dire. Voilà. Mais j'avais pas réellement travaillé très sérieusement la planche à ce moment-là. Je crois que j'ai fait qu'une ou deux séances en Australie de la full planche. Bref, ce qu'il faut retenir de cet épisode, ce qu'il faut retenir voilà, de tout ça, c'est que il n'y a pas besoin de conditions parfaites pour s'entraîner. Comme je le dis depuis toujours, si c'est vraiment important pour toi, tu te démerderas et tu trouveras toujours le moyen d'avancer. Là, les conditions, elles n'étaient vraiment pas réunies, c'était catastrophique et pourtant, j'ai réussi à m'entraîner, j'ai réussi quand même à progresser. Certes, pas de façon optimale, mais je suis persuadé que c'est pas à cause des conditions que j'ai progressé aussi lentement, c'est à cause de mon mental, de mon mindset et du fait que je me poussais pas à 100%, je me poussais pas à vraiment vouloir progresser. C'était inconscient évidemment à ce moment-là. Là, depuis que vraiment je me pousse à 100%, ma progression vraiment elle fait x2 et à ce moment-là, en fait, j'avais pas ça. Je m'entraînais, je faisais, en fait, j'avais une approche très muscu de la chose. J'avais mon programme, ok, je dois faire ça, tant de répétitions. Je faisais tant de répétitions. Et j'allais pas vraiment au bout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai quand même pu progresser parce que ça reste des figures quand même assez accessibles. Mais j'aurais beaucoup plus pu progresser à ce moment-là et vraiment avoir un bon niveau. Mais c'est pas le cas, c'est pas grave. Mais tout ça pour dire que peu importe en fait les conditions, vous pouvez vous entraîner si vous en avez vraiment envie. Vous pouvez trouver le temps. Moi, j'ai réussi à trouver le temps pour m'entraîner quasiment 5-6 fois par semaine. Vous pouvez au moins vous entraîner 3 fois par semaine, c'est quasiment sûr. Je dis bien quasiment parce qu'il y a toujours des cas exceptionnels. Bref, voilà. En petit bonus, j'avais noté des petits bonus de ce que l'Australie m'a apporté. C'est en Australie que j'ai commencé la course à pied officiellement. Donc c'est en 2023 du coup que j'ai commencé à courir et depuis j'ai pas vraiment arrêté. Et maintenant je suis en prépa marathon donc c'est pas maintenant que je vais arrêter. C'est aussi là que j'ai terminé mes 2 formations pour devenir coach sportif. Donc c'est des certifications que j'ai eues. C'est pas des diplômes d'état, mais j'ai fait du coup la FMCS qui est la school de Nassim Saïli et Bayesian, qui est une certification anglaise pour avoir du coup, pour être coach sportif. Donc c'est plus axé muscu ces deux-là, parce que moi à la base je voulais être coach musculation, je voulais pas forcément être coach calisthénie à ce moment-là, parce que j'étais complètement novice en calisthénie, donc ça m'a même pas effleuré l'esprit. Mais je voulais être coach musculation et voilà, tout simplement à ce moment-là, voilà ce que l'Australie m'a un petit peu Voilà ce que l'Australie m'a apporté. Du coup, s'il y a eu un cut, c'est que j'arrête pas de tousser, c'est un peu relou. Bref, pour l'épisode 3, on va arriver du coup avec un retour en France. Retour en France avec plein d'idées, plein de projets. Et on arrive du coup en 2024. 2024 qui est à la fois l'année de mon prime et l'année de ma chute extrême en calisthénie. Donc j'ai trop hâte de vous faire cet épisode. Là, l'épisode 3, c'est là où il y aura le plus de choses à en retirer. Pour ceux qui me connaissent, vous savez ce qui s'est passé. Je ne vais pas forcément en parler maintenant, parce que ça fera l'objet du 3e épisode de mon parcours en calisthénie. Je commençais à débloquer pas mal de choses et il y a eu un crash, il y a eu un truc qui s'est passé qui m'a tout fait perdre et j'ai mis plusieurs mois, voire même un peu plus d'1 an à m'en remettre véritablement. Donc voilà, j'ai trop hâte de faire cet épisode. Voilà, bref, 54 minutes, on arrive bientôt à 1 heure. J'ai l'impression que c'était assez brouillon. Au final, j'ai pas suivi mes notes, quasiment pas, parce que je devais parler de mes projets professionnels et tout, et au final, j'en ai pas parlé. Comme je l'ai dit, en Australie, s'est passé énormément de choses, des choses
positives, des prises de conscience, bref, des apprentissages. Et je voulais pas forcément en parler dans cet épisode parce que le but, c'était pas qu'il dure 4 heures. Mais je ferai un épisode spécial Australie parce qu'il s'est passé des dingueries. Voilà, les amis. J'espère que vous avez kiffé cet épisode avec moi, que vous avez pu tirer des leçons. Comme vous le voyez, hein, quand je vous dis qu'on fait tous des erreurs. Moi, j'en ai fait beaucoup des erreurs. Aujourd'hui, j'ai appris de ces erreurs et j'essaye de faire en sorte de vous éviter de faire ces erreurs. C'est pour ça que je vous aide à commencer correctement la calisthénie parce que je sais que quand on commence la calisthénie, on est vite amené à faire des erreurs. Et moi, je suis là pour ça, pour vous éviter de faire ces erreurs-là, justement, et de commencer sereinement, sans perdre du temps et sans sacrifier votre vie, sans sacrifier votre santé mentale parce que c'est quand même très important. Voilà. Bref les amis, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me le faire savoir. J'espère vraiment que vous avez kiffé et passé un bon moment avec moi. Moi, je vous dis ciao tout le monde!